je vous fais une vidéo à propos de l'exercice de respiration que l'on fait au début de chaque cours, dans toutes les vidéos que j'ai publiées. C'est le Kapalabhati. Alors, le Kapalabhati, déjà, on le classe dans la catégorie des pranayams, les exercices de respiration, mais en fonction des cultures, des enseignements, on le considère plus comme un kriya de purification en réalité. C'est pourquoi ce pranayam, il faut le faire en début de cours, quoi qu'il arrive. Alors que les anuloma viloma, les vrais exercices de pranayam, de respiration, en réalité, ils sont recommandés d'être faits à la fin du cours. Dans les lignées telles que Shivananda et dans beaucoup de cours collectifs, il s'avère qu'on fait le Kapalabhati suivi de Anuloma Viloma en début de cours pour s'assurer que les élèves ne partent pas à la fin du cours pour éviter les exercices de respiration. En tout cas, c'est comme ça que Vishnu Devananda s'y était pris. Donc, je vais vous parler aussi des enseignements que j'ai reçus. D'abord, une formation de yoga vinyasa dans laquelle on a appris les pranayams, c'est vrai. Mais dans mon souvenir, ils n'étaient pas intégrés dans le cours. On les faisait séparément, vraiment comme des exercices de respiration, comme par exemple quand on fait de la méditation. Donc, et j'ai remarqué dans le vinyasa, par exemple, un autre style de vinyasa qui est l'ashtanga yoga, il n'y a pas de pranayam dans les cours, en général. Donc, ça, c'est la culture vinyasa, c'est-à-dire des postures avec un flow vinyasa caractéristique. Et voilà, ça s'arrête là. Ensuite, j'ai fait une formation en Inde de Hatha Yoga traditionnel. Là, il n'est plus question de flow vinyasa. D'ailleurs, une asana signifie une posture stable et confortable, mais en position assise. Donc, normalement, le Hatha Yoga traditionnel se fait principalement au sol, avec quelques postures d'ancrage, telles que Trikonasana, mais on n'y retrouve même pas forcément les Virabhadrasana 1 et 2, les guerriers. Donc ça, c'est un autre enseignement, le Hatha Yoga. Et là, pour le coup, surtout dans l'enseignement que j'ai reçu, Hatha Yoga intégral et puis traditionnel, il y a les Om d'ouverture, le mantra, le Kapalabhati, un exercice de respiration, par exemple Anuloma Viloma, la pratique, et puis effectivement, le Anuloma Viloma peut être placé en fin de pratique parce qu'après, quand on est très échauffé, le diaphragme a été tellement mobilisé que ça permet de gagner dans son exercice de respiration, de vraiment faire un exercice respiratoire qui va vous permettre d'évoluer. Moi, je préfère tout dès le début. J'aime beaucoup ce côté méditatif, relaxant, recentrage des pranayams. Et dans les cours que je vous fais en vidéo, j'ai pris le parti de vous faire que le Kapalabhati. Et en cours collectif en ligne, on fera parfois des Anuloma Viloma parce que c'est un format de cours d'1h30, donc on peut se le permettre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que là, j'ai fait une digression par rapport à mes cours. Donc, le Hatha Yoga, vous voyez un petit peu la différence. Il se termine par un Shavasana aussi de 5, pas top, hein, c'est vraiment s'il n'y a pas le choix, 10 ou 15 minutes. Donc, allongé, recentrage. La méditation peut être guidée, c'est bien. Mais dans tous les enseignements que j'ai reçus, on peut dire que moi, je suis de la culture où le Shavasana se fait en silence,
où le cours se fait avec le moins de mots possible. Et, donc, pourtant, je n'enseigne pas du tout comme ça parce que je m'adapte au niveau de mes élèves. Donc, j'ai tendance à donner beaucoup de conseils kinesthésiques, c'est-à-dire de ressentir ses appuis, tout ce qui se passe dans le corps, dans la posture pour aider vraiment l'élève à ressentir. Mais dans mes cours, ici, que j'enregistre, je prends le parti de parler le moins possible pour que quand la personne regarde le cours tous les jours ou toutes les semaines pour le suivre, elle ne connaissent pas tout le cours par cœur. Ah oui, là, elle va dire ci, ça. Non, que la personne soit concentrée sur sa pratique, rien d'autre. C'est l'objectif du yoga, c'est normalement une ligne directive très importante à suivre dans le yoga. Mais j'ai conscience qu'elle est difficile à suivre quand il s'agit d'un niveau débutant. C'est pour ça que le niveau ici, il est intermédiaire avancé. Ensuite, je voudrais parler de la chronologie des événements parce que j'ai pratiqué du yoga vinyasa 5 à 6 jours par semaine pendant 1h30 à 3 heures, pendant 3, 4, 5, 6 ans, avec au fur et à mesure des découvertes du Hatha Yoga de Shivananda et du Ashtanga Yoga. Donc je me suis mise à pratiquer les trois. Ensuite, au bout de 6 ans, je suis partie en Inde faire la formation de Hatha Yoga traditionnelle, intégrale, qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu voir dans d'autres cours collectifs de Hatha Yoga, mais qui ressemble beaucoup à la lignée du Hatha Yoga Shivananda. Et ensuite, comme je fais de l'escalade, j'enseigne beaucoup de cours physiques, j'avais beaucoup de courbatures et beaucoup de raideur. En plus du yoga vinyasa que je faisais avec beaucoup de force, sans m'en rendre compte, un bon niveau de force, parce que j'étais à la fois dans ce quotidien de faire que du sport, donc je ne me rendais même pas compte que je sollicitais cette force-là. Par contre, je me rendais bien compte de mes raideurs. Et quand j'ai fait le Hatha Yoga en Inde, déjà malheureusement ça faisait un certain moment que je ressentais des discriminations sur le fait que je fasse des inversions, le fait que je fasse plein de postures de force et en même temps une formation d'un mois c'est un mois entier à pratiquer aucune posture de force et j'ai décidé en rentrant en France de continuer que le Hatha Yoga en me disant je vais chercher à m'assouplir. Puis j'ai découvert l'ashram Shivananda et j'ai continué le Hatha Yoga et j'ai encore plus fait une sadhana 100% Hatha Yoga. Mais je suis passée de 6 ans à faire du yoga vinyasa, des entraînements différents en ciblant des muscles différents. Tous les jours je faisais ça, des choses différentes. Et en revenant d'Inde, je faisais toujours le même cours. Et j'ai évolué en souplesse, mais je me doutais bien que je perdais énormément de force. J'ai arrêté l'escalade. Je me suis dit, puis je m'étais pris des commentaires aussi de professeurs sur le fait que je faisais de l'escalade, que du coup, en fait, en tout cas, en suivant mes cours, vous n'aurez pas beaucoup, je pense, aucun peut-être jugement venant de ma part sur votre pratique extérieure au yoga. Moi, en tout cas, j'ai pas eu cette chance, donc j'en fais maintenant encore plus un point d'honneur parce que du coup, c'était pas grave. Je me disais, je vise ma souplesse et puis apparemment c'est ça le yoga. Et ensuite, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, j'ai décidé de refaire de l'escalade, de faire n'importe quel yoga qui me convient. Même le vinyasa, il reprend, on va dire, de la valeur pour moi, c'est pour ça que je vous l'enseigne. Et je suis quand même attachée à une sadhana de Hatha Yoga, toujours la même. Je voulais vous dire quoi d'autre ?
Donc ça va peut-être vous parler par rapport à vous, votre expérience de yogi, hein. Donc, pour concilier, parce que j'ai eu un petit peu, à force d'aller voir le yoga de toutes les, enfin pas de toutes les lignées, mais de beaucoup, parce qu'il y avait aussi le yoga, le Hatha Yoga Iyengar, que j'ai beaucoup pratiqué en réalité parallèlement au yoga Vinyasa. Et donc, et j'aime beaucoup. Alors, la notion d'alignement de BKS Iyengar peut être, moi j'ai entendu critiquer, moi ça ne me gêne pas du tout. En fait, il y a énormément de choses que j'aime dans chaque lignée, mais il y aura quelque chose du coup qui ne bougera pas, c'est que même si c'est du Vinyasa que je vais vous enseigner, du yoga, ça reste du yoga. Donc, on se recentre en position assise, ça c'est la structure de toute posture, de euh, toute pratique de yoga. Recentrage en position assise, Om, mantra. Je vais vous dire ce que je pense jusqu'au bout. Moi, en réalité, je respecte une personne qui ne veut pas faire de mantra, elle ne les fait pas. Mais voilà ce que je pense. Le yoga n'est pas une religion. Le yoga et les écrits qui parlent de yoga disent que toutes les religions sont là, ont toute leur place. Donc, elles sont toutes prises en compte. Et donc, chacun peut venir sur son tapis de yoga avec sa religion. La religion n'a rien à voir. Je peux comprendre que si on est très religieux, on ne veuille pas s'intéresser à Ganapati, Shiva, etc. Eh bien, ça vous regarde, je respecte. Pour ma part, j'aime beaucoup l'univers et la symbolique de chaque dieu. Et je trouve ça super sympa de s'y intéresser, mais ça ne me regarde que moi. Moi, en tout cas, ça m'a ouvert un champ d'imaginaire et de symbolique et de résonance. Je reviens à la structure d'un cours. Mantra, Kapalabhati, Anuloma Viloma, 10 cycles en 4, 16, 8 minimum. Pratique, relaxation. On se remet en position assise, on se recentre. Om, mantra. Voilà, ça c'est la structure de base. La tenue des élèves, mais bon, vous, ça ne vous concerne pas, mais je tiens à dire que en réalité, dans le yoga, il faut attirer le moins possible l'attention. Donc, il faut être quand même le plus discret possible. Donc, je ne ferai pas partie de ceux qui donneront des cours en pantalon de toutes les couleurs, etc. Et encore, même si même si c'était le cas, on s'en fiche. Mais c'est juste que l'élève, il ne doit pas avoir un sentiment. En fait, quand l'élève, moi je tiens compte en tant qu'éducateur, vu que je suis en contact avec plein de profils, plein de psychologies différentes, l'élève quand il te regarde, il ne doit pas se comparer, il ne doit pas penser à toi, il doit juste écouter ce que tu dis et sentir que tu es à disposition de lui, que tu veux l'aider, l'avancer, le faire avancer. Et je me déplace bien sûr pour donner des cours parfois sans penser, enfin c'est pas grave si je suis pas habillée en couleur unie ou en large, mais vous verrez dans ce que dans mes valeurs, le Hatha Yoga, c'est t-shirt à manches au moins, pantalon large, et là comme c'est Vinyasa un peu plus gym, du coup je suis habillée plus ce qui pour moi est fitness. Mais à partir du moment où on se met à commenter comme ça, on n'est pas non plus dans le yoga. Donc voilà, je voudrais qu'on ne prenne pas non plus, qu'on se prenne pas trop au sérieux. Mais en fait, je vous parle de tout ça pour vous transmettre tout ce qu'est le yoga, ce qu'est censé être le yoga. Ensuite, je vais vous parler du Kapalabhati, donc un atelier pour vous faire comprendre l'exercice de Kapalabhati.
si vous ne le connaissez pas. Parce que j'espère que vous le connaissez en fait, tous. Si vous faites un cours de yoga intermédiaire ou avancé, j'espère que vous connaissez tous le Kapalabhati. Hein. C'est vraiment la base. Donc, là, cette fois-ci, je ne mettrai pas mon pull pour que vous regardiez ce mouvement de... Alors déjà, observez le fait d'être assis sur un coussin. Les genoux se trouvent en dessous du niveau des hanches, à peu près. Voilà, c'est ça qu'il faut pour bien respirer, pour pouvoir détendre son ventre. Parce que si je suis comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et encore là, on vient de faire un yoga des hanches, donc forcément, ça assouplit. Donc Kapalabhati, on inspire profondément, on visualise le souffle en 4 qui monte. On expire à 100%. Ça fait ça. Vous voyez, j'ai pas inspiré. Hein. C'est pas parce que j'ai inspiré que mon ventre s'est relâché. C'est parce que j'ai choisi de le relâcher. Quand j'expire, qu'est-ce qui se passe? Je fais monter le diaphragme. Je le fais monter grâce à une bonne contraction abdominale. Mais dès que le diaphragme est en haut, je peux relâcher mes abdos. Je vous la refais. D'abord, j'inspire. J'expire. Je relâche. Je bouche mon nez pour vous prouver que c'est pas parce que j'ai inspiré. Hein, et on va pas boucher son nez. Donc ça, c'est le fait de vider ses poumons avant de commencer Kapalabhati, parce que je ne le vois pas souvent, ça, dans les enseignements des autres professeurs. D'abord, on vide ses poumons. Et c'est parti. Il faut immobiliser la cage thoracique. En réalité, la cage thoracique ne doit pas bouger dans le Kapalabhati, donc il ne faut pas voir ça, comme on peut le voir parfois. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Kapalabhati non plus, parce que ce n'est pas un cours débutant. Mais par rapport aux enseignements, par rapport à tout ce que vous pouvez entendre, je veux que les choses soient claires. Donc, si vous voulez respecter les écrits de Shivananda, c'est une expiration par seconde. Ou de Vishnu Devananda. Mais en tout cas, c'est un élève de Shivananda qui m'a dit ça. Pardon. Expiration totale, relâchement. Simple. Expiration, relâchement, 50 fois. Ensuite, on expire totalement au bout des 50, comme au début. On fait comme si on avalait. On bloque. Je vais vous faire un Kapalabhati avec rétention poumon vide, poumon plein, maximum. C'est pas la culture Hatha Yoga traditionnelle que j'ai eue, parce qu'on estime dans cette culture-là que le Kapalabhati est un kriya. Mais moi, je fais un mix de plusieurs cultures, là, parce que c'est un cours de vinyasa en plus. Donc, comme vous pouvez, du coup, l'observer, parfois, je changerai de pédagogie, tout simplement, parce que j'aime bien plusieurs branches de yoga. Voilà, c'est bien de varier. Et c'est bien juste de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, expiration totale, je ferme j'avale, je reste comme ça, je relâche mon ventre et je reste le plus longtemps possible, poumon vide. Je bloque la gorge pour ne pas inspirer inconsciemment. On pourrait retourner la langue au palais, c'est à vous de voir, mais il faut que pendant la rétention poumon vide, vous puissiez vous recentrer sur ce vide. Le vide. C'est une rétention poumon vide, c'est pas facile, donc il faut se concentrer. On se concentre sur le vide. On peut se concentrer sur les hanches. Le vide. Dans les hanches. Ensuite, on relâche le ventre pour préparer le diaphragme à se remplir. Et on inspire. Alors,
Qu'est-ce que vous avez entendu en cours collectif? À quel pourcentage? Alors, on n'inspirera pas à 100%, comme j'ai pu déjà voir. On inspirera peut-être à 80%. Et en fait, on peut inspirer à moins. Vous tiendrez moins la rétention. Si vous remplissez comme ça va créer tellement de tension. Comme ça, là, vous ne serez jamais détendu. Vous ne serez jamais en train de vous recentrer sur l'intérieur. Vous ne serez pas à l'aise pour répéter le mantra Soham si c'est ce que vous faites. Donc, BKS Iyengar, lui, ce qu'il explique, c'est à l'inspiration, à la rétention poumon plein, je me concentre sur la vie, sur voilà, le fait que je suis en vie. Et rétention poumon vide, plutôt, c'est un peu comme une petite mort. On ne respire pas, il n'y a rien, on ne pense pas. J'aime bien ces deux dimensions, ces deux façons de voir de se ressentir, de ressentir la vie, la présence, la conscience. Voilà. Donc, j'ai expiré, je relâche mon ventre, j'inspire, je bloque. Est-ce que vous avez vu quelque chose au niveau thoracique? Pas du tout. On n'est pas du tout sur une inspiration comme ça. Non, pourtant je l'ai entendu. Hein. Pas du tout. Et aussi, ne cherchez pas à remplir ici. Cherchez à remplir derrière. Si vous pouvez avoir cette conscience que vous respirez dans le dos, c'est génial. Je vous la fais. Voilà, là je vous l'ai fait. J'ai respiré dans mon dos, il n'y a pas du tout de tension thoracique. Donc maintenant pour preuve, je vais me boucher le nez pour vous montrer qu'on arrive quand même à bien tenir sa rétention en inspirant à peu près 50%. Vous avez vu l'inspiration que je viens de faire après ma rétention? Là, oui, hein, là, elle est poumon plein, là, elle est grande. Donc, après avoir fait votre rétention poumon plein, expirez longtemps, inspirez et faites le deuxième cycle. 50 fois. Videz les poumons, restez poumon plein, inspirez 50, 60, à peu près 80%, mais pas de problème. Il ne faut pas sentir de pression ici. Il faut avoir le ventre détendu, etc. Donc 3 fois vous faites ça, dans la culture Hatha Yoga, quand même. J'ai appris qu'à la fin, on fait une rétention avec, mais en fait d'ailleurs dans tout le Kapalabhati, on retourne la langue au palais, il y a d'autres choses, donc ça ce sera pendant un cours de Hatha, mais je mixe. Je veux pas qu'on oublie les bases en fait, donc je rajoute toujours quelque chose pour pas qu'on oublie d'où on vient. Et donc après les 3 Kapalabhati, vous inspirez là totalement, vous vous tenez à vos genoux pour être bien en arrière, la langue retournée au palais, le regard vers le front, rétention de quelques secondes à peine. Et quand vous expirez et que vous redressez le visage doucement, c'est normal si vous vous sentez un petit peu bizarre. C'est par rapport à la tension artérielle. Là, on bloque quand même la circulation sanguine. Donc, il faut juste ressentir, vous ressentez. Attendez que les effets se dissipent, mais observez comment
vous vous sentez tellement plus conscient. Et ça change tout pour la qualité de présence pendant les asanas qui suivent. Donc vraiment, hein, ne passez pas le début du cours quand je commence le cours avec les exercices de respiration. Et quand il n'y a pas les exercices avant le cours, c'est tout simplement parce que ça me demande beaucoup de temps et que en réalité, un pranayama pour moi, ça se fait tout seul parce que chacun a des rétentions différentes, etc. Et que si, à partir du moment où ça y est, vous n'êtes plus dans le rythme que j'ai demandé et que vous mettez à attendre en respirant naturellement, vous ne le faites pas votre Kapalabhati. Donc c'est pour ça que je vous l'explique là, pour que vous appreniez à bien le faire. De toute façon, on le fait en cours, en ligne. Donc c'est yogadiet.simplybook.it et je vous y retrouve avec plaisir. Donc il y a des cours de Hatha Yoga, Vinyasa et un cours de Pilates. Bon bah voilà, là je vous ai dit le principal pour bien introduire mes cours et ma vision du yoga. Et n'hésitez pas à me partager vos expériences, me faire des retours sur vous, ce que vous avez eu comme enseignement. Namasté.